Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 15 avril 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission. La réforme de l'assurance chômage, elle passe au forceps malgré les inégalités criantes et la perte de revenus pour de nombreux allocataires. On en parle avec Cécile Hautefeuille de la rédaction et notre invité Mathieu Grégoire, sociologue. Les troubles en Irlande du Nord, à Belfast et dans le pays depuis 15 jours. Notre journaliste sur place, Juliette Desmas, nous expliquera pourquoi ça dégénère. Question de ralentir, le gouvernement ne veut pas lâcher sa réforme de l'assurance chômage. Officiellement, cette réforme doit mettre fin à des iniquités dans les allocations des chômeurs. Mais cette réforme est-elle réellement plus juste? On en parle avec notre invité, Mathieu Grégoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'assurance chômage et de la protection sociale à l'université de Paris-Nanterre. Et Cécile Hautefeuille de la rédaction. Salut Cécile. Bonsoir. Tu as suivi pour Mediapart cette réforme et révélé plusieurs de ses failles. D'abord, un mot chacun pour qualifier cette réforme de l'assurance chômage. Un mot, Mathieu Grégoire. Je dirais peut-être hypocrite, parce que derrière quelque chose qui se présente comme une réforme paramétrique, en réalité, il y a une réforme qui est systémique et historique, qui change profondément le sens même de l'assurance chômage. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une réforme qui n'est pas bonne dans la conjoncture actuelle, c'est une réforme qui n'est pas bonne, quelle que soit la période dans laquelle on se trouve. C'est une réforme qui marque une rupture totale par rapport à ce qui s'est fait depuis 1958. Et donc, on a vraiment un changement de paradigme que j'aurai l'occasion peut-être de détailler, et qui, du coup, est historique et qui introduit par ailleurs, j'ai hésité avec un autre mot, une loterie ou quelque chose de l'ordre de l'aléa, puisque ça va générer des situations extrêmement différenciées pour des cas, pour des salariés qui ont des profils très, très similaires. Ça, on va le voir en détail tout à l'heure. Un mot, Cécile ? Je vais reprendre un malheureux lapsus de la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud. Quand elle a présenté la réforme en 2019, elle a dit que c'était une réforme pour lutter contre le chômage et pour la précarité. Et elle s'est reprise assez rapidement en disant contre la précarité. En réalité, c'est vraiment une réforme qui va toucher d'abord les plus précaires et qui va les précariser encore plus. Alors, cette réforme, elle fait polémique, elle ne convient pas du tout aux partenaires sociaux, on va les entendre tout à l'heure. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une note de l'Unédic. Cette note, la voici, elle analyse les effets du décret de la réforme de l'assurance chômage et page 7, elle en révèle un. Explosif, le changement de calcul du SJR, le salaire journalier de référence, qui a pour effet la première année de diminuer l'allocation de 1 150 000 allocataires à l'ouverture de droits de 17% en moyenne, tout en augmentant la durée de droit pour ces mêmes personnes. Et pour une partie d'entre elles, 365 000, leur allocation mensuelle passera de 885 € à 622 en moyenne. Alors, face à cette note qui est sortie dans la presse, notamment sur Mediapart, par tes papiers, Cécile, eh bien, sur les plateaux télé, les ministres sortent les rames et la mauvaise foi. Début mars, sur France Info, le porte-parole du gouvernement est bien gêné. À partir du 1er juillet prochain, Gabriel Attal, plus de 800 000 chômeurs vont voir en moyenne leurs allocations baisser d'un peu plus de 20%. Est-ce que vous êtes sûr que vous irez au bout de cette réforme ? D'abord, vous savez, depuis le début de cette crise sanitaire, on a précisément montré que notre engagement, c'était de travailler pour que des personnes ne soient pas pénalisées injustement par cette réforme. 20% de moins pour 800 000 personnes. Elle a été retardée à plusieurs reprises. Il a du mal à la défendre, cette réforme, Gabriel Attal, malgré toutes les relances de Marc Fauvel. Gabriel Attal, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous faites une erreur politique qui risque de plomber la vie de ces gens-là et la fin du quinquennat? J'entends ce que vous dites, Marc Fauvel. On a montré encore une fois depuis le début de cette crise que pour tous les Français les plus précaires, et notamment les demandeurs d'emploi, on prenait toujours les décisions nécessaires pour les protéger. Elle ne changera plus, cette réforme. Elle ira jusqu'au bout, en tout cas. Mais on va mener cette réforme, évidemment, parce qu'elle est nécessaire. Vous avez répondu à tous les autres points de la réforme, mais pas à la question que je vous pose sur les 800 000. C'est une réforme qui est globale, avec un certain nombre de mesures, Marc Fauvel. Sur Europe 1, la ministre du Travail, elle, fait mine de ne pas comprendre. Il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation va baisser. Elle va être rabotée pour plus d'1 million de personnes. Pour les nouveaux demandeurs d'emploi, au fur et à mesure. Mais je pense que c'est aussi une présentation... les plus fragiles qui vont devoir payer les conséquences. Attendez, je pense que c'est aussi une présentation biaisée de ne parler que du montant mensuel de l'allocation. Au total, les droits dont bénéficie un demandeur d'emploi ne baissent pas. Donc si votre allocation mensuelle baisse, vous êtes indemnisé plus longtemps.
Et sur France Info, le ministre de l'économie répond par le mépris. Est-ce que vous soutenez cette réforme avec le même enthousiasme que vous avez soutenu la réforme des donations il y a quelques instants? C'est le même Unédic, je crois, qui nous avait annoncé 900 000 suppressions d'emplois en 2020. Il y en a eu 330 000. Donc je prendrai les estimations de l'Unédic avec beaucoup de précaution. Voilà, un peu à cran le gouvernement sur cette réforme de l'assurance chômage. Alors, est-ce que cette projection de l'Unédic, 1 million de chômeurs privés de 17% de leurs allocations, est-ce que c'est faux, comme l'affirment par exemple Elisabeth Borne et Bruno Le Maire? Je ne vois pas pourquoi ce serait faux. Enfin, je veux dire, je n'ai pas entendu de chiffres alternatifs à cette estimation et on comprend tous les mécanismes qui vont conduire à une baisse des allocations. Et ce que dit la ministre est en partie faux, c'est-à-dire qu'effectivement, pour certains allocataires, on va avoir une prolongation de leur durée d'indemnisation, ce qui va amener à avoir des mois indemnisés là où les mois n'auraient pas dû être indemnisés avant la réforme. Mais c'est vrai qu'en réalité, l'Unédic l'a montré, désolé, c'est encore l'Unédic, je ne sais pas si c'est une source très fiable, mais elle a montré que c'était vrai que dans 33% des cas. En réalité, dans 66% des cas, ça va se traduire par une baisse de l'allocation qui va être nette. Qui ne va pas être rallongée dans le temps. Qui va peut-être être un petit peu rallongée dans le temps, mais au final, quand on fait la somme globale, il y a 66% des allocataires qui auront une perte de droits. Cécile ? Rien n'invalide les chiffres présentés par l'Unédic. Comme le disait Denis Gravouille, négociateur CGT sur l'assurance chômage, si l'exécutif n'est pas d'accord avec les chiffres de l'Unédic, qu'il présente ses propres projections, on les attend. Depuis que le décret a été publié, l'Unédic a publié donc sa note d'impact qui n'a pas du tout évolué. On est toujours sur ces chiffres-là et rien n'invalide aujourd'hui ces chiffres. Elisabeth Borne, elle joue sur les mots. Bruno Le Maire, on voit, il essaye de décrédibiliser l'Unédic. En fait, on le voit bien aussi avec Gabriel Attal. Là, on est face à défendre l'indéfendable. C'est un petit peu compliqué. La mesure la plus dure de la réforme, elle va s'appliquer dans 2 mois et demi. Ça commence. En pleine crise. Mathieu Grégoire, les ministres soutiennent que les allocations ne vont pas baisser. Pourtant, l'Unédic chiffre à plus de 2 milliards les économies annuelles en régime de croisière de cette réforme. Comment c'est possible de gagner plus de 2 milliards sans que ça baisse les allocations chômage? Est-ce que c'est possible? Je crois que la réponse est dans la question. C'est pas possible. Tout simplement. Alors, on va entrer dans le détail avec des exemples que vous avez longuement développés sur votre blog de Mediapart. On va prendre un premier exemple, l'exemple de Jean A, qui a eu, on va aller voir s'afficher, qui a eu un CDD de 2 mois au SMIC, une période de 2 mois de chômage, puis un second CDD de 2 mois au SMIC. Mathieu Grégoire, qu'est-ce qui se passe pour Jean A avec cette réforme? On voit à gauche avant la réforme et juste à droite après. Oui, alors avant la réforme, si on prend le schéma de droite, ce qui se passe, c'est qu'il est indemnisé en fonction de son salaire habituel. Et son salaire habituel, effectivement, c'est le SMIC. Et donc le SMIC actuellement est à 1 555 € par mois. Et donc il obtient une indemnisation qui est de 960 € et qui est en rapport avec ce qu'il gagne quand il travaille, c'est-à-dire 1 555 €. Après la réforme, à gauche, en revanche, eh bien, on joue sur les mots, comme on avait joué sur les mots quand on avait expliqué qu'il y avait 20% de chômeurs qui gagnaient plus en chômant qu'en travaillant. De la même façon, on calcule un salaire qui n'est pas un salaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que les mots qui sont employés par cette réforme sont faux. Et on calcule son salaire non plus en fonction de ce qu'il gagne quand il travaille, mais sur toute la période. Et là, vous voyez qu'il est au chômage 2 mois sur 6 mois, donc ça veut dire qu'un tiers du temps est chômé, et donc finalement, au lieu de considérer son revenu de remplacement sur 1 500 €, qui est son salaire, on va le considérer sur 1 500 €, sur 2 tiers du SMIC. Et donc son salaire journalier, son salaire mensuel de référence, en quelque sorte, va devenir 1 000 € au lieu de 1 500 €. Et donc en cascade, on voit tous les effets que ça a, notamment le fait que son allocation va être très diminuée. Elle baisse de quasi un tiers, en fait. Elle baisse de 1 tiers plus 120 €. Exactement. Ok. Qu'est-ce que ça illustre, ce cas ?
Ça illustre, en fait, c'est un cas d'école, c'est-à-dire c'est le cas que prend la ministre qui dit finalement... si vous touchez moins, c'est que vous touchez plus longtemps. Voilà, et donc finalement, au lieu d'avoir 4 mois, là j'ai plus le... Ouais, au lieu d'avoir 6 mois, vous avez 4 mois. Ouais, mais j'ai plus du Au lieu tout. d'avoir 4 mois, vous avez 6 mois. On peut le remettre? Ouais, merci. Voilà, donc au lieu d'avoir 4 Alors- mois d'indemnisation, vous touchez 6 mois, mais bon, vous ne toucherez pas 960, vous toucherez 780. Exactement, sauf que c'est un cas d'école parce que dans la vraie vie, on voit bien que ce genre n'existe pas. C'est-à-dire que la personne qui travaille comme ça par intermittence, qui est dans une intermittence de l'emploi et qui s'arrête totalement de travailler le jour où elle commence à percevoir des indemnisations, on voit bien que c'est une sorte de non-sens, enfin en tout cas c'est un raisonnement à très courte vue, puisqu'il ne se constitue plus de droit. Donc la réalité de ce que le gouvernement a appelé du vilain mot de permittence, c'est que les gens restent dans l'intermittence, même quand ils continuent d'être indemnisés. Et s'ils restent dans l'intermittence, s'ils continuent de travailler, en fait ils rechargent des droits. Donc ce qui va se passer en réalité, pour une personne comme ça, c'est qu'elle va continuer à travailler, elle va recharger des droits, et donc dès qu'elle va arriver à épuisement de ses 780 €, eh bien, elle va réouvrir de nouveaux droits. Et donc ça, en permanence, au lieu de gagner 960 € comme auparavant, elle va gagner 780 €. Et ça va être en permanence. Cécile, vous voyez acquiescer. Je te voyais acquiescer. En fait, on est sur un fantasme permanent de cette personne qui va aller travailler quelques mois et ensuite se mettre en vacances pendant 6 mois en attendant que ses allocations chômage soient épuisées. Et puis, oh tiens, ça y est, mes allocations sont épuisées, vite, je vais retrouver un travail pour retrouver du revenu. Mais c'est complètement faux, ça n'existe pas. L'UNEDIC l'avait démontré, les personnes qui ont très peu de droits ouverts, ce sont celles qui, dans le temps, ce sont celles qui retravaillent le plus vite. En clair, l'UNEDIC avait démontré que les gens n'attendent pas d'avoir consommé l'intégralité de leurs droits pour retravailler. Contrairement à cette idée reçue. C'est un fantasme. Deuxième exemple, c'est un exemple qui finalement contredit l'objectif même de cette réforme qui serait de remettre les gens au travail. L'exemple qu'on va voir aurait plutôt tendance à inciter les gens à ne pas travailler. C'est le cas de Justine. Donc on va voir la situation de Justine avec ces deux courbes, avant la réforme à gauche et après la réforme à droite. Vous nous expliquez, Mathieu Grégoire, la situation de Justine. Justine, c'est quelqu'un qui a travaillé 6 mois et qui tombe au chômage et qui, évidemment, touchait 980 € par mois, exactement comme tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on gagne comme indemnité quand on perd un emploi au SMIC. Sauf qu'il y a un petit détail, c'est qu'elle a fait un babysitting 12 mois plus tôt. Ce petit détail avait aucune incidence avant la réforme, aucun, parce qu'évidemment elle était payée au SMIC ce jour où elle a travaillé pour 70 €, etc. Donc ça ne changeait rien à son salaire de référence qui était son salaire moyen, c'est-à-dire que quand elle travaille, elle gagne le SMIC, et donc au final, tant qu'elle travaille pour ce salaire-là, ça ne change rien. Après la réforme, en revanche, là, mais finalement, ça va tout changer. Parce que ce qu'on va considérer, c'est plus son salaire, c'est son salaire fois sa performance d'emploi. Et sa performance d'emploi, elle n'est pas terrible, parce que vous voyez qu'elle a été au chômage 12 mois sans indemnisation entre ce jour-là, ce petit jour où elle a fait un babysitting, et puis son contrat de son CDD. Donc on va prendre en compte ces 12 mois de chômage pour calculer son indemnisation. Donc, en n'ayant qu'une journée en plus de travail. La morale de l'histoire, c'est qu'effectivement, on va lui baisser de 43% son salaire, c'est le maximum, puisque ça a été plafonné auparavant, ça aurait été bien pire. Mais là, c'est que 43% en moins de baisse de son SJR, de son salaire journalier de référence. Et donc finalement, le fait d'avoir travaillé une journée, pour 70 € va faire perdre, là dans ce cas-là, 6 fois quelque chose comme 300 €. Un tiers de son indemnité. Exactement. Et donc, au final, il faut bien comprendre cette affaire-là. C'est qu'elle va se retrouver à constater qu'in fine, elle a perdu 2000 € parce qu'elle a travaillé une journée pour 70 €. Donc, le bilan... Qu'est-ce qu'elle va faire comme calcul, Justine ? Elle ne va pas le faire, ce babysitting. Alors, rationnellement, elle ne devrait pas le faire. Simplement, elle n'est pas tout le temps rationnelle. Et puis, par ailleurs, elle va peut-être apprendre le 1er juillet que le babysitting qu'elle avait fait il y a un an va lui coûter ça. Donc, effectivement,
En théorie, il y a quelque chose comme une désincitation au travail, parce qu'évidemment, on n'a pas intérêt à déclarer ce babysitting. On a peut-être intérêt à le faire, parce qu'on a toujours intérêt à être salarié plutôt que pas. Mais d'une certaine manière, il y a une incitation au travail au noir. C'est-à-dire que, clairement, si vous rajoutez un babysitting, un emploi comme ça, et que vous n'avez rien derrière, vous faites effondrer ce fameux SJR, et donc vous faites effondrer vos droits. Et la différence est quand même terrible, parce que là, en l'occurrence, 70 € en plus lui fait perdre 2 000 € en tout. Et ça, c'est complètement contradictoire avec la volonté affichée qui est de remettre les gens au travail. Oui, d'une certaine manière, c'est contradictoire, mais il y a une contradiction qui est interne à la réforme, qui est de dire, au fond, on veut lutter pour que les gens prennent plus d'emplois. Ça, c'est quelque chose qui est classique, c'est l'activation. Il faut encourager à l'emploi, et en même temps, il faut décourager à l'emploi court. Alors, comment on fait pour encourager à l'emploi et décourager à l'emploi court? C'est quelque chose qui est très compliqué dans la pratique. Alors déjà, pour décourager à l'emploi court, il y a cette mesure qui est donner des malus aux entreprises qui surabusent des contrats courts et puis des bonus à celles qui font des contrats plus longs. Est-ce qu'elle rentre en vigueur, cette mesure, là tout de suite, au 1er juillet ? Non. Non. En fait, celle-ci, elle ne rentre pas en vigueur tout de suite. Ah non. En fait, au 1er juillet, l'exécutif joue sur les mots en disant qu'elle entre en vigueur aussi. Et donc vous voyez, c'est pas si injuste que ça. Sauf qu'en réalité, à partir du 1er juillet, on a déjà commencé, on va commencer à regarder le comportement en fait des entreprises pour ensuite leur appliquer soit un bonus, soit un malus en cas d'abus de contrat court à l'horizon de l'automne 2022. C'est-à-dire quelques mois après un événement qui va s'appeler la présidentielle. C'est-à-dire que c'est à la rentrée hypothétique. D'accord. Donc on ne comptera pas les entreprises, en tout cas pas avant au moins 1 an. En tout cas, en termes de bonus-malus, il ne se passera rien tout de suite. Et dernier exemple, on va comparer le cas de Marjorie et de Félix, 2 cas similaires mais aux indemnités très inégales. C'est ce que vous appeliez la loterie, Mathieu Grégoire. Oui, c'est la loterie. Alors là, bon, si on décrit ces 2 cas, bon, on a d'un côté Marjorie qui a un CDD de 2 mois à 2 800 € brut, puis un CDD de 10 mois, 12 mois plus tard. D'accord. Ça, c'est la première chose. Vous voyez que de l'autre côté, Félix a la même chose, mais ces 2 contrats sont contigus. Donc la première chose, c'est que déjà, ces 2 individus vont avoir des salaires journaliers de référence différents parce que la pauvre Marjorie a un chômage intercalé entre 2 emplois. Donc ça, c'est la première chose qui avait été dénoncée par le Conseil d'État en disant qu'on générait... Et ça avait été retoqué. Ça avait été retoqué. Et donc là, finalement, on a considéré qu'on allait faire moins disproportionné. Moins disproportionné, comme inégalité, ça ne veut pas dire pas disproportionné. Le gouvernement dit on va faire moins disproportionné. Et donc, effectivement, la différence, même si c'est 12 mois, ça va être limité à 43%. Donc déjà, ils vont avoir un salaire de référence qui va être différent. Alors ensuite, la différence entre Félix et Marjorie, c'est juste que Félix travaille 1 mois sur 2, mais en étant calé sur les mois civils. Il travaille en mars, il travaille en avril, il travaille en mai, il travaille en juillet, etc. Alors que Marjorie, elle travaille d'une certaine manière de façon intercalée à cheval sur 2 mois civils. Du 15 février au 14 mars, du 15 avril au 14 mai, etc. Bon. Mais il travaille le même nombre de jours, on le dit, on le redit. Il travaille exactement le même nombre de jours pour le même salaire. Et avec le même rythme, c'est-à-dire c'est quand même le même rythme. C'est-à-dire qu'il travaille 1 mois sur 2 ensuite. Simplement, c'est pas les mêmes jours du mois qu'ils travaillent et qu'ils connaissent des épisodes de chômage. Et ça, c'est préjudiciable à Marjorie. C'est très préjudiciable à Marjorie pour une raison simple, c'est qu'en réalité, tous les jours ne vont pas être indemnisables. Il y a un grand nombre de jours par mois qui ne vont pas être indemnisables. En gros, il y a 14 jours qui ne vont pas être indemnisables par mois pour ces deux individus. Et donc, ça signifie que si vous avez 30 jours de chômage, dans le mois, vous allez avoir 30 indemnités journalières, officiellement. C'est le cas de Félix. Ça, c'est le cas de Félix. En revanche, Marjorie, eh bien, elle va travailler 1 mois 14 jours, 1 mois 16 jours. Ça fera 1 mois en tout, puisque son mois est intercalé. Ouais. Les mois où elle a travaillé 16 jours, elle a le droit à rien, parce qu'elle a dépassé... Donc elle perd 14 jours d'indemnisation. Elle n'a rien. Et les mois où elle a travaillé 14 jours, donc l'autre partie, elle va avoir 2 indemnités journalières. Donc la différence entre 2 indemnités journalières et 30 indemnités journalières, c'est un facteur de 1 à 15. Si
Donc déjà, il y a vraiment une différence énorme rien que sur cette histoire de calage finalement des dates à laquelle se fait l'alternance. Si on rajoute à ça la différence de salaire journalier dont on a parlé, qui est liée à la façon dont ils ont travaillé par le passé, on obtient une différence qui est hallucinante, puisque en gros, Marjorie, si mes souvenirs sont bons, gagne quelque chose comme 800 € sur 2 ans. 900 € sur 2 ans, pendant que Félix gagne quelque chose comme 18 000 €. Donc ça de 1 à 24. Ces personnes, j'ai eu du mal à y croire. Je vois que vous avez encore du mal à y croire en le disant. Tellement c'est gros, mais en même temps, ça a été vérifié, revérifié, re-revérifié. Simplement, quand on voit les énormités que ne voyait pas le gouvernement, qui ont été corrigées récemment sur les congés maternité, on en reparlera. On va y venir. Alors que c'était très simple d'un point de vue technique. On comprend que ce genre de choses un peu plus sophistiquées leur échappe totalement. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Justement, sur le congé maternité, vous m'offrez la transition. C'est le dernier exemple que je vais prendre. C'est donc le cas d'une femme qui avait des emplois par intermittence et qui prend un congé maternité. Sur ce point, l'UNEDIC avait repéré la perte d'allocation. Cécile, tu avais publié leur note qui montrait bien qu'une personne qui avait pris des emplois par intermittence et un congé maternité avait un salaire journalier de référence inférieur à quelqu'un qui n'avait pas pris de congé maternité. Et surtout, l'UNEDIC écrivait « Nous souhaitons vous alerter sur ce point si toutefois il n'a pas d'ores et déjà été identifié par vos services. On vous prévient, on est sympa, on est mi-mars, on vous prévient. » Qu'est-ce qu'à l'époque le ministère du Travail t'avait répondu quand tu leur as présenté cette note dont ils étaient au courant? Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant, un mois plus tard? Alors, quand je les ai contactés début avril, le cabinet d'Elisabeth Borne m'a parlé d'un effet théorique soulevé par l'UNEDIC, qu'on était encore sur donc quelque chose... se plante encore, comme d'hab. C'était théorique, mais quand même, c'est pris en compte. C'est ce qui était dans la réponse par mail. Et il m'avait dit, on travaille actuellement avec Pôle emploi pour évaluer combien de personnes sont concernées et quelles solutions juridiques et opérationnelles leur apporter. Donc, on parle d'un effet théorique, mais on reconnaît quand même qu'il y a un problème. Et puis plus rien. Et depuis 2 jours, le ministère du Travail là, réagit un peu plus fortement. La ministre a écrit à l'UNEDIC, ça y est, ils ont bien identifié le problème, et ils annoncent qu'ils vont rectifier le tir. C'est quand même vraiment surprenant parce qu'ils ont été alertés. On l'a démontré dans cette note qu'on a publiée, dans ce document de travail. L'alerte était très claire. Et donc maintenant, 1 mois plus tard, on va corriger le tir alors que le décret, il est sorti. Ils auraient pu corriger le tir avant la publication du décret. Donc, on attend de voir comment ça va être corrigé. Soit vraiment si mauvaise, quoi, vraiment. Bon, donc les syndicats ont réagi, on est allé les voir. On a rencontré François Omeril de la CFE-CGC, Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Et sur la réforme telle qu'elle a été publiée, eh bien, ils sont unanimes. Un seul mot. Scandaleuse, inadmissible, impensable finalement, destructrice. Injuste, mais qui symbolise le quinquennat de Macron. Il a démarré son quinquennat en supprimant l'ISF, l'impôt sur la fortune, et puis il va le finir en pénalisant encore plus ceux qui sont au chômage ou qui vont l'être. Cette réforme, elle est injustifiée. Elle est anachronique, elle est lourde de contenu pour les demandeurs d'emploi, et donc il faut la combattre. En cause, l'obstination du gouvernement, quoi qu'il en coûte. Il n'y a eu aucune étude d'impact, elle arrive à un moment où le chômage remonte, aucun sens quoi. Maintenant, le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même, il y a une forme d'amateurisme, de doigt mouillé, politique au doigt mouillé, eh bien on va attaquer devant le Conseil d'État. C'est les champions de l'hypocrisie. Nous, dès les discussions sur cette question, on a alerté évidemment sur ce problème. Et donc l'UNEDIC a relayé. Et maintenant que ça arrive au grand jour, la ministre et ses services font semblant de découvrir le problème. Là, je suis très inquiet parce qu'on est, et ça a été souvent le cas, dans un débat qui frôle un peu le populisme quand même. C'est une réforme qui s'attaque beaucoup quand même aux salariés les plus précaires, aux chômeurs les plus précaires, mais qui, d'une manière de symbolique finalement, s'attaque aussi aux cadres, soi-disant les mieux rémunérés, donc les mieux indemnisés, à travers la mesure de dégressivité. Pour cela, on envoie un peu comme un message en disant, vous voyez, on ne s'attaque pas qu'aux plus pauvres, on s'attaque aussi un peu aux plus nantis. Je trouve ça détestable.
Avant de prendre congé, François Aumeril veut nous montrer quelque chose. Le livre d'un candidat, le candidat Macron. Ça, c'est, vous savez, le livre d'Emmanuel Macron, Révolution, qui est un peu son livre programme. Et il y a une des mesures phares j'en ai parlé tout à l'heure, dans la réforme, qui est la mesure de la dégressivité. La dégressivité des allocations au-dessus de 2,3, plafond, etc. Donc je vous lis la page 132, c'est très court. Page 132, voilà, c'est une bonne source. A l'inverse, je ne crois pas du tout au débat lancé par nombre de responsables politiques sur la dégressivité des allocations chômage. Ôter tant d'euros ou tant de mois aux droits existants. De la sorte, ils sous-entendent que les transitions ne sont pas un sujet, que la mobilité professionnelle se fera toute seule et que les chômeurs le sont plus ou moins par leur faute. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire, la dégressivité. Tout est dit, et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je pense qu'il gagnerait, notre président de la République, à relire son propre livre. C'est vrai, il avait l'air bien ce livre Révolution finalement. Dommage que, finalement, il ne se l'applique pas. Emmanuel Macron, son propre livre. Cécile, les syndicats ne sont pas contents, pourtant ça passe quand même assez facilement cette réforme. Le problème, c'est que les chômeurs ne mobilisent pas et ne se mobilisent pas. Alors évidemment, il y a des mobilisations dans les occupations des lieux culturels. La suppression de la réforme d'assurance chômage est vraiment une revendication qui est portée haut et fort. Et puis il y a beaucoup de collectifs de travailleurs par intermittence et non pas des permittents, puisqu'effectivement ce mot est très mal choisi. Il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés dès le début de la pandémie. Des collectifs, le CPHRE par exemple, pour l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, et la FMITEC aussi, sur les métiers du tourisme, avec beaucoup de guides conférenciers qui souffrent beaucoup depuis un an, qui n'ont plus de boulot. Et donc, eux se mobilisent, mais c'est vrai que leur voix ne porte pas très fort. Et puis surtout, de toute façon, dans les médias, dans l'opinion publique, l'image qui est véhiculée sur les chômeurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens qui partent en vacances aux Bahamas. Bon, là, on est sur des caricatures extrêmes, mais c'est souvent les gens qui profitent, qui sont en vacances, qui prennent 2 ans de vacances avec des allocations chômage très confortables, sauf que quand on prend tous ces points factuellement, on peut les démonter. Mais ce démontage, on ne l'entend pas souvent. Alors, sur la façon justement dont sont perçus les chômeurs et dont ils sont traités, écoutons le coup de gueule de Pierre-Édouard Magnan du Mouvement national des chômeurs et des précaires. Qui dans ce pays peut supporter de voir ses revenus baisser d'1 tiers sans se révolter, sans scier et sans que ça le dérange? Je doute qu'aucun élu de la République, je doute qu'aucun chef d'entreprise, je doute même qu'aucun salarié de ce pays puisse supporter ça. Et ben c'est ce qu'on va faire supporter aux chômeurs et aux précaires. C'est évidemment scandaleux et inadmissible. Et clairement, on veut taper sur les gens qui n'ont aucun moyen de se défendre. Vous savez, les chômeurs et les précaires, c'est la partie de la population sur laquelle n'importe quel homme et n'importe quelle femme politique peut tomber à bras raccourcis sans risquer de se prendre les médias, la population et les gens en tête. Et dans la période qui est la nôtre, avec des élections en juin prochain, mais surtout des présidentielles dans 1 an, finalement, le seul parti de la population où on peut encore essayer d'aller gratter un peu de moyens pour un gouvernement, finalement, ce sont les chômeurs et les précaires. Comme toujours dans ce pays, on réforme l'assurance chômage sans demander l'avis des chômeurs. On ne ferait ça, là encore, pour aucune autre catégorie de population. Donc c'est déjà un scandale en soi. Et j'allais dire, c'est pas nouveau, mais il faut reconnaître que là-dessus, M. Macron a poussé la ligne qui est la ligne politique depuis 20 à 25 ans, je dirais bien plus loin et avec beaucoup plus de force que ses prédécesseurs. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais il va réussir à faire pire que, on pourrait remonter loin, mais même Chirac, Sarkozy, Hollande. Mathieu Grégoire, selon vous, ça dit quoi de la façon dont le gouvernement voit les chômeurs, cette réforme ? C'est un peu ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire qu'au final, ça a dit que les chômeurs sont des optimisateurs. Ils ont du mal à concevoir que la rationalité d'un chômeur, c'est pas la rationalité d'un chômeur en réalité. C'est la rationalité d'un chômeur, c'est la rationalité d'un travailleur qui cherche à travailler, qui cherche à nourrir sa famille, qui cherche à avoir un emploi le plus adapté possible à sa situation, etc. Et pas à faire des calculs sur 24 mois pour savoir si éventuellement il ne pourrait pas profiter du système pour avoir une indemnité théorique supérieure à la moyenne de ses salaires touchés sur 24 mois. C'était le délire était annoncé d'une certaine manière par le débat en 2018 sur les chômeurs qui gagnent plus en chômant qu'en travaillant, et qui avait dénoncé notamment Dan Israël dans un très bon papier, montrer l'arnaque intellectuelle qui était derrière cette comparaison qui ne faisait pas sens. Cécile ? Et d'ailleurs, l'optimisation des chômeurs, c'est Pierre Gattaz en 2018, la première fois qu'on a entendu
cette phrase. Donc ça a annoncé déjà un petit peu la suite. On aimerait bien qu'il soit aussi engagé sur l'optimisation fiscale, qui est souvent une évasion fiscale. Cette réforme est plus juste, nous disent les ministres. C'était comme ça qu'on a commencé l'émission. Répondez, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce qu'elle est plus juste? Elle est clairement pas plus juste à tous les sens du terme. Déjà, elle n'est pas juste au sens de la justesse, parce qu'elle se fonde sur des notions qui sont complètement incompréhensibles, qui seront incompréhensibles par les chômeurs, qui seront difficilement compréhensibles par Pôle emploi, notamment cette histoire de salaire qui n'est pas un salaire, etc. Enfin, les indemnités journalières qui ne sont pas journalières, le salaire journalier qui n'est pas journalier. Donc la première chose, c'est qu'on a quelque chose qui est complètement désajusté et qu'on a du mal à comprendre, enfin que les premiers concernés auront du mal à comprendre. Ensuite, c'est pas juste parce que ça crée de l'aléa, je l'ai montré à plusieurs reprises, et c'est pas juste parce que, in fine, ça supprime l'indemnisation du chômage. L'objet de cette réforme, c'est de supprimer l'indemnisation du chômage. Si on regarde concrètement par rapport à la réforme, à la situation précédente, à la Convention de 2017, ce qui se passe, en fait, cette réforme, elle n'est pas si compliquée. La réforme, elle dit une chose simple. Elle dit que si vous avez été au chômage en moyenne 10 jours, admettons, pendant votre période de référence par le passé, eh bien, on vous supprime simplement 10 indemnités journalières. C'est aussi simple que ça. Et il faut comprendre ce que ça signifie. Ça signifie qu'on arrête d'indemniser du chômage qui existe, qui est là. Vous êtes au chômage 15 jours, on va vous dire non, en fait, vous avez été au chômage 10 jours par le passé. Donc 15-10. Voilà, on va vous indemniser. Il n'y a que 5 jours qui sont indemnisables. Imaginez qu'on fasse ça sur l'assurance maladie, qu'on vous dise vous avez été malade pendant 6 mois l'année dernière. Ah ben, on sera désolé, mais vous ne pourrez pas être indemnisé pendant 15 jours. Et vous ne pouvez pas être malade 15 jours. Vous pouvez être malade 16 jours. Au bout de 16 jours, on vous indemnisera une journée. C'est exactement ça que fait cette réforme. Et donc, ça modifie l'objet même de l'indemnisation du chômage. Et en ça, c'est profondément injuste parce que ça détruit un système qui a été construit en 1958, qui a été enrichi pendant des décennies et qui va s'écrouler là, en 2019-2021, sur la base d'une réforme qui, de fait, va enlever du droit au chômage à de nombreux allocataires. Merci à tous les deux. Mathieu Grégoire, sociologue à l'Université de Paris-Nanterre, Cécile Hautefeuille de la rédaction